Bonjour Philippe Guillemot, très honoré, Bonjour. très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Euh, Nous avons un sujet commun et une question commune, c'est la conscience. Et Mhm. je serais très heureux d'entendre ce que tu as envie de dire sur ce sujet-là, qui est pour moi le problème essentiel de la science et pour toi peut-être le problème de la science de l'avenir. Et je suis heureux qu'on puisse commencer par là. C'est déjà une question, ok. Oui, j'ai une question. Quelle est ta Qu'est-ce que vision de la c'est? conscience? C'est D'accord, quoi la conscience pour toi, en tant que physicien, en tant que d'accord. autre chose? Oui, bon, d'accord, ouais, c'est bien de commencer comme ça. La conscience, la physique et la science a complètement banni la conscience parce que c'était trop lié à des choses du domaine du religieux et puis dans un paradigme qui depuis plusieurs siècles nous laisse penser que la conscience est le produit du cerveau, la physique n'est absolument pas concernée par cette affaire. Mais les choses sont en train de changer. Les premières interrogations viennent d'un siècle en arrière avec la mécanique quantique. Ensuite, la confirmation des étrangetés de la mécanique quantique il y a une quarantaine d'années, du fait qu'elle est juste. Ensuite, euh, la théorie de Roger Penrose, qui aujourd'hui est prix Nobel de physique et qui est le premier à avoir véritablement introduit une théorie de la conscience quantique quasiment testable en laboratoire et qui a été d'ailleurs testé avec l'histoire des microtubules, mais je peux en parler maintenant. Euh, et puis, bon, enfin, je vais pas parler de toutes les raisons d'introduire la conscience en physique aujourd'hui, mais c'est en train de pointer le bout de son nez. Et ça va venir. Bon. Mais bon, voilà. Quelle est la raison fondamentale finalement d'introduire la conscience en physique? À mon sens, c'est parce qu'il y a toutes les raisons de penser que la conscience, c'est l'espace. Voilà. Et là, je vais essayer de m'expliquer à ce sujet. Voilà. Aujourd'hui, on découvre que l'espace est tellement bizarre que il n'y a pas, on ne peut pas faire autrement que de dire que la conscience, c'est l'espace. D'abord, pourquoi euh, on considère habituellement cette idée comme étrange? C'est parce qu'on a l'habitude de considérer, dans une vision matérialiste, hein, que nous vivons dans un espace à l'intérieur duquel il y a des objets. Parmi ces objets, il y a le cerveau, le corps et le cerveau. Et, euh, et le cerveau produirait la conscience. Donc tu vois que la conscience et l'espace sont à deux extrémités qu'on ne peut pas relier. Alors qu'en réalité, si nous avons une conscience de l'espace, une connaissance de l'espace, c'est uniquement par l'intermédiaire de la conscience. Parce qu'on pourrait très bien dire, beaucoup plus objectivement, et donc scientifiquement, que nous vivons dans un univers d'information que notre cerveau, via notre conscience, transforme en une réalité de matière, etc. On a des preuves de ça, comme par exemple la théorie de la simulation, qui aujourd'hui rencontre pas mal de succès dans le milieu anglo-saxon, qui a même fait l'objet de publications tout à fait respectables. Mais tout simplement, regardons le film Matrix, ou tout simplement essayons d'imaginer qu'on porte des appareils de réalité augmentée. Et voilà, autant de raisons de comprendre que notre réalité autour n'a pas besoin d'être réelle, n'a pas besoin d'exister telle qu'elle apparaît pour finalement être, être objectif. Et donc
la façon la plus objective de considérer le réel est de considérer que ce réel n'existe pas tel qu'on le perçoit, qu'il correspond à un champ d'information et que ce champ d'information est vu par la conscience comme de l'espace, du temps et de la matière, alors que il n'y a, objectivement parlant, que de l'information, de la vibration et de l'énergie si l'on s'en tient aux données physiques. Et donc, et l'autre raison, c'est que l'espace, si tu veux, il est déformable, il est troué, il est pixelisé, il est non local, temporellement non local, spatialement non local. Il est tellement complètement pas de l'espace tel qu'il nous apparaît à nous objectivement que, eh bien, en fin de compte, il vaut mieux attribuer l'espace à la conscience et dire que c'est l'espace de la conscience, c'est la conscience elle-même. Et d'ailleurs, cet espace vibre, il est en vibration, et c'est le vide qui est en vibration, c'est le rien qui est en vibration. Et donc, ça conviendrait très bien à la conscience, puisque la conscience, elle a ces deux aspects-là. Elle a l'aspect vibratoire et elle a l'aspect spatial. L'aspect spatial, c'est par exemple les zones géographiques du cerveau, c'est l'information mentale, on va dire. L'espace, l'espace, c'est de l'espace, et donc cet espace, c'est l'information mentale, et c'est aussi des vibrations qui correspondraient à l'information vibratoire. Voilà, pour une première réponse. Oui, c'est évidemment, là-dessus on est bien d'accord. La conscience, pour moi, c'est évidemment l'espace. Ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'on puisse, enfin, plus exactement, l'espace, c'est la conscience, plutôt que l'inverse. C'est pas l'espace qui est premier, c'est la conscience. Et l'espace, c'est simplement la forme de la conscience. Pour moi, ça m'a toujours paru une évidence. Ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'on puisse imaginer que la conscience soit dans l'espace. Je me suis toujours dit, mais comment s'imaginer cette chose-là? Comment la conscience pourrait être dans l'espace? Alors que toute évidence, avant tout, la première évidence, c'est que l'espace est dans la conscience. On n'a pas, il n'y a pas un endroit où se trouve la conscience et puis il y aurait un espace extérieur à la conscience. S'il était extérieur à la conscience, comment pourrait-on en avoir conscience, d'ailleurs? Où s'arrêterait notre conscience, où commencerait l'espace? Où s'arrêterait notre conscience? Alors, si notre conscience s'arrête au cerveau, en quoi est-ce une conscience? Ça m'a toujours paru difficile. Et donc, oui, vas-y. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, ou même hier d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les premiers à dire que la conscience c'est l'espace, hein, beaucoup d'autres l'ont dit ou sous-entendu avant nous, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore s'imaginer que la conscience est située quelque part dans l'espace? Comment fait-on? Par quel subterfuge mental, par quelle fuite ou crainte psychologique on va continuer de s'imaginer ça? C'est le point de vue classique, matérialiste, qui nous amène à diviser les choses, à les classifier, à les spatialiser. Et comme la conscience est considérée comme un objet, puisque c'est considéré comme un produit, il est où cet objet? Il est dans l'espace. Bon, c'est une vision extrêmement naïve. C'est quand même assez... C'est ça qui est étrange, c'est que la vision des scientifiques, tu viens de faire un raisonnement, je viens d'en faire un avant toi, qui nous montre que vraiment de manière évidente, la conscience, elle n'est pas dans l'espace quelque part. Qu'on peut pas dire ça. Et qu'il faut tout rapporter à la conscience et non pas rapporter à l'espace en cherchant quelle pourrait être la nature matérielle de la conscience, etc. Mais bon, ce sont des habitudes qui ont été acquises, et le fait de remettre la statue de la connaissance à l'endroit en disant que tout part de la conscience, ça génère une sensation d'inconfort chez les matérialistes.
ça les gêne, etc. Alors que c'est là encore, là aussi, enfin, tout simplement une question d'habitude. Voilà. Donc il faudrait prendre l'habitude, peut-être dans l'éducation qu'on reçoit, de poser ce genre de questions. Mais c'est tout de suite classé dans la philosophie, et la philosophie, elle a été évacuée de la science à cause de cet objectivisme. Mhm. Et la science, finalement, elle est devenue la proie de la technoscience, elle est devenue la proie des multinationales qui font de la technoscience. Et c'est la raison pour laquelle elle est aussi facilement instrumentalisée. La science se laisse aujourd'hui facilement instrumentaliser par les multinationales, par la technoscience, parce que justement, elle s'est rendue faible du fait qu'elle a évacué toutes les questions philosophiques, alors que les questions philosophiques sont reliées à de potentielles découvertes futures. Ça devrait fondamentalement intéresser la science. Et j'affirme que les découvertes futures les plus importantes pour ce qui concerne l'évolution de l'humanité sont des découvertes qui sont reliées à la conscience et qui sont donc reliées à cette nécessité d'inverser la statue de la connaissance en remettant la conscience en premier. Oui, oui. Oui, oui. Si la science veut évacuer la philosophie, elle va être bien embêtée, parce que ça veut dire qu'on aura une science sans épistémologie, parce que l'épistémologie, c'est de la philosophie, c'est du bon sens. Et si la science veut évacuer le bon sens ou évacuer la philosophie, elle est perdue. Il n'y a plus de science. C'est pas qu'elle veut évacuer, c'est qu'elle l'a évacué de fait en professionnalisant la recherche. Oui, elle fait semblant de l'avoir évacuée. Elle voudrait l'évacuer, mais elle n'y arrive pas. Elle y retombe directement et elle ne peut pas faire autrement que d'y retomber. Oui, après, ça dépend. Et je crois que ce n'est pas seulement une question d'habitude. Je crois que ce n'est pas seulement une question d'habitude, je crois que c'est une question psychologique beaucoup plus profonde que ça. C'est une question de peur. C'est une peur considérable et c'est une des peurs existentielles les plus profondes que la peur de la solitude. Or, dès l'instant qu'on se dit l'espace, c'est la conscience, même si quelque part, chacun en a l'intuition, je suis certain que tout le monde en a l'intuition quelque part, au fond de lui, mais accepter cela mentalement, c'est très déstructurant parce que ça veut dire l'autre n'existe pas. Ça veut dire je suis seul parce que je suis la conscience. Et c'est difficile de s'affirmer autrement qu'en tant que conscience. On peut dire je suis un corps, mais ça va 5 minutes. Ça dure 5 minutes de se définir comme un corps. On est bien obligé de reconnaître que le corps aussi, on en a conscience, que c'est un objet dans la conscience et non pas nous-mêmes. Que si je dis je, c'est un acte de conscience. Et si cet acte de conscience, c'est l'espace tout entier, alors ça veut dire je suis l'univers. Et c'est horrible. Imaginez que je suis l'univers, ça veut dire je suis responsable de tout. Je suis responsable de tout. Tout ce qui se passe, c'est ma responsabilité. Et je suis profondément seul. Et là, le problème, selon moi, c'est pas seulement une question d'éducation, mais c'est une question d'initiation. C'est une question d'initiation parce qu'il est fondamental, avant toute science, de distinguer la conscience de sa personne. En général, quand on dit je suis conscience, on croit que la conscience, c'est la personne, alors que la personne est dans la conscience au même titre que le reste, et que la personne, c'est encore autre chose à l'intérieur de cette conscience. Et par conséquent, la peur qui consiste à se dire si l'espace, c'est la conscience, alors je suis perdu parce que je suis seul, c'est une erreur profonde, et c'est une erreur parce que la conscience est bien au-delà de la personne. La personne, c'est une petite partie de la conscience, c'est un aspect, c'est une vision de la conscience qui est personnelle, non ? Et elles sont multiples, ces visions de la conscience. La conscience se vit de multiples façons. Et donc, les égos, les personnes ne sont pas seules du tout. Et que si je confonds les deux, si je confonds moi et le soi, comme d'ailleurs tu l'as dit aussi, si je confonds le moi et le soi, c'est fini. Évidemment, je vais avoir peur de la solitude en allant plus loin dans la science. Mais sinon, si j'ai compris cette distinction, eh bien, la science s'ouvre. La science peut commencer à devenir pertinente parce qu'il n'y a plus de problème psychologique à reconnaître des évidences de cette sorte. Oui, je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis. Par contre, la peur, je ne sais pas si elle est du côté de l'idée de la compréhension de la remise des choses dans le bon ordre, hein, que la conscience est première. Parce que
le matérialisme instaure la peur en isolant la personne du monde. Le matérialisme instaure la peur avec son darwinisme, avec la sensation qu'il nous donne qu'on n'a aucune prise sur notre réalité, que la vie n'a aucun sens, donc la peur, elle est la peur de l'émerveillement, oui. La peur de l'émerveillement, parce qu'on a instauré une sorte d'interdiction du merveilleux, parce qu'on a instauré une sorte, en instaurant une interdiction de la religion, puisque la science, elle s'est fondée par opposition à la religion. La science a interdit la finalité, elle a interdit toutes ces choses, elle a interdit tous les phénomènes inexplicables. On n'a pas le droit de... D'une certaine manière, ce qui est complètement irrationnel, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que la peur soit de... La peur est des deux côtés. Hein. Et je dirais que la peur du côté de la compréhension qu'il faut tout rapporter à la conscience, c'est la peur du merveilleux. C'est la peur c'est la peur de la magie, c'est la peur que le monde soit incompréhensible, c'est cette peur-là. Dans ce sens-là, oui. Est-ce que c'est la peur que le monde nous échappe et qu'il soit hors de contrôle? C'est la peur de la magie, la peur... Non, on a déjà dans le matérialisme, dans la science actuelle, cette peur-là. Ou disons qu'on veut tellement remplacer, on veut tellement que la science et la technologie nous permettent de tout maîtriser, ce qui aboutit d'ailleurs à une destruction de la nature, qu'il y a aussi une peur, si tu veux. Donc, la peur, bon, la peur, je ne sais pas, non, l'explication, pourquoi la science ne s'intéresse pas à la conscience, c'est parce qu'on est encore des primitifs. Mais... On croit qu'on a compris comment fonctionne la réalité et en fait, on n'a encore rien compris. Si on tient compte des phénomènes inexpliqués, si on tient compte... Il y a toute une liste. On s'aperçoit qu'on n'a rien compris. Mais bon, c'est sûrement à cause de tout ça que... Est-ce que c'est à cause de tout ça que la science a voulu évacuer la finalité? Parce que moi, je pense que si la science a évacué la finalité, c'est parce que c'est très bien où ça va la mener. Enfin, la science. Certains fondateurs de la science, certains... Oui, parce que en fait, voilà, ça va généraliser, évidemment. Ça va redonner du pouvoir aux religieux et c'est absolument inadmissible de la part d'un scientifique. Et c'est là qu'il y a une erreur parce qu'en fait, ça redonne pas du pouvoir aux religieux, ça donne du pouvoir entre guillemets à la spiritualité, mais spiritualité et pouvoir, ça rime pas ensemble. Hein. Donc en fait, il est très important de faire la distinction entre la spiritualité et la religion. C'est vraiment très, très, très différent si on veut amener la science à aller vers la spiritualité et donc à commencer à étudier la conscience. Oui. Moi, je pense tout simplement qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 300 ans, c'était une question de pouvoir. Le pouvoir était à l'Église. Et certainement qu'avec la révolution industrielle, tout ça, il y a eu on a voulu que le pouvoir change de main. On a voulu que le pouvoir vienne au matérialisme, justement, la bourgeoisie de l'époque. Mais bon, bref, ça c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'en voulant évacuer l'émerveillement, bon, peut-être pas, mais en voulant évacuer la finalité, en voulant évacuer Dieu, évacuer la finalité. Et cette finalité, c'est toujours identifié à Dieu. C'est curieux d'ailleurs. Et cette identification de Dieu à la finalité, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui décide pour nous, qui est au-dessus de nous et qui nous domine. Et ça, on veut pas, on veut garder le contrôle. Et justement, maintenant c'est là tu apportes
tu abordes le point le plus important là. Ouais, maintenant c'est très intéressant parce que si on évacue en même temps Dieu et la finalité, ça veut dire que quelque part on identifie Dieu et la finalité. Ce qui est évidemment ma position. Tu connais un peu mes travaux. Tu sais que pour moi Dieu est le but de l'univers, mais il n'en est pas l'origine. En aucun cas on peut parler d'origine de l'univers. On ne peut parler que d'un but qui est créateur. Et c'est parce que ce but est créateur, cette finalité est créatrice, qu'on lui ait donné le nom de Dieu ou qu'on la vénère en tant que Dieu. Et ça se comprend. Maintenant, Mais je suis d'accord que c'est difficile d'évacuer Dieu, si on veut être rationnel, hein. Mais on peut peut-être le mettre de côté quand même pour pas trop heurter et parler du soi, hein, oui, parler au niveau individuel, potentiel de la conscience. Et parce qu'en physique, finalement, la finalité, elle s'impose de plus en plus. Elle s'impose de plus en plus. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Elle s'impose de plus en plus par la théorie de l'univers bloc, d'une part, la théorie de l'univers bloc qui nous apprend que le futur est déjà réalisé, ça résulte des équations d'Einstein. Le pire étant qu'on peut y voyager, qu'on peut non seulement voyager dans le futur, maintenant c'est quasiment acquis, hein. Il y a toujours des physiciens qui ne sont pas d'accord, mais on va dire que c'est mainstream, hein, l'idée qu'on puisse voyager dans le futur, que le futur est déjà là. Ce qui l'est un peu moins, mais qui est encore presque mainstream, c'est l'idée qu'on pourrait voyager dans le passé, mais on n'en est pas loin parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut créer mathématiquement des trous de verre traversables. Donc de l'information pourrait voyager dans le passé. Alors ça, c'est au niveau de la relativité générale. Au niveau de la physique quantique, il y a un problème pour rendre compatibles les deux théories. Et si on veut les rendre compatibles, on est obligé de faire appel à la théorie du multivers dans un premier temps, si on veut conserver l'univers bloc rigide. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est la théorie du multivers qui consiste à nous attribuer à chacun des myriades de doubles. Elle n'est pas du tout rationnelle et que si on veut résoudre ce problème de multiplication à l'infini des consciences d'un même corps, on est obligé de finalement d'en venir à ma théorie qui est d'ailleurs de plus en plus respectée pour cette raison-là, parce que la seule alternative qui existe à la théorie du multivers aujourd'hui, à moins de refuser le multivers lui-même, il y a toujours des physiciens qui le refusent, c'est justement de faire appel de dire que le multivers nous appartient et que notre futur, notre réalité peut évoluer à l'intérieur de ce multivers, c'est-à-dire que notre futur peut changer. Et cette histoire qui consiste à proposer que notre futur puisse changer et qui donc devient de plus en plus, qui commence à friser, à frôler le mainstream, puisque je suis invité quand même parfois à plusieurs reprises, j'ai été invité dans des colloques scientifiques pour en parler. Et j'ai pu publier cette théorie d'ailleurs dans de grandes revues de physique. C'est pas encore mainstream, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui dérange. Et ben ça introduit la finalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment, parce que tant qu'on se dit que le futur peut pas bouger, qu'il est parfaitement déterminé, qu'il est immuable, on pourrait toujours dire que bon, c'est le résultat de la causalité, et puis il est hors de question d'envisager une finalité pour autant, parce que ce futur il bouge pas. Mais dès qu'on commence à envisager que le futur bouge. Alors, on ne le fait pas bouger dans le présent, hein, il bouge indépendamment de ce qui se passe dans le présent. Ça veut dire que la finalité de notre vie, par exemple, peut changer. Et donc là, on introduit une dimension nouvelle qui dérange énormément et qui est le soi, parce qu'il faut bien nommer cette chose qui fait changer notre futur. Notre futur, je prends mon futur, ma vie, mon existence. Prends ton existence, imagine qu'elle est en train de changer là maintenant, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi la date de ta mort vient de changer là maintenant, tu sais pas pourquoi. Il faut l'appeler cette chose, cette entité qui fait changer la date de ta mort. Il faut la nommer. C'est le sens de ta vie. Et donc elle reçoit un nom. Dans la philosophie jungienne, c'est le soi.
Et donc voilà, moi je l'identifie au soi, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de relier cette entité qui fait modifier ton futur à moi, à ma conscience, parce que je suis le premier concerné par cette affaire et que j'ai le droit de suspecter que si mon soi a modifié mon futur, c'est peut-être parce que moi j'ai évolué peut-être d'une certaine manière ou changé quelque chose dans ma manière d'appréhender le présent. Et tu vois comment on introduit ainsi deux entités fondamentales qui sont le soi et le moi, hein, le soi, le subconscient si tu préfères, et la conscience, qui sont susceptibles d'interagir l'un l'autre pour exercer une action cybernétique sur l'espace-temps via l'intention dans le futur et l'attention dans le présent. L'attention étant essentiellement la fonction du moi et l'intention étant essentiellement devant être attribuée au soi. Sauf que si on veut récupérer, si on veut rendre compatible le soi et le moi, il faut capter l'intention du soi. Une fois qu'on l'a captée et fait sienne, donc elle devient une volonté, et c'est cette volonté qui va permettre de générer des synchronicités ou des intuitions qui vont permettre à notre réalité d'aller vers notre nouveau futur en changeant petit à petit au fur et à mesure des rencontres, du hasard, des synchronicités ou des intuitions. Oui. Voilà. Donc là, on a bien introduit le sujet tel que je le... Oui, oui. Cela dit, un jour, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour préciser le sens des mots, parce que lorsque tu identifies le soi au subconscient, pour moi, le subconscient fait partie intégrante de l'ego et du moi. C'est-à-dire que pour moi, le subconscient, c'est la partie de l'inconscient. Enfin, c'est la définition une des définitions de la psychologie habituelle, c'est de dire que le subconscient est la partie de l'inconscient qui peut devenir consciente. Et moi, j'identifie ce subconscient au passé, c'est-à-dire aux mémoires qui ne sont plus conscientes. Non, il y a trois niveaux. Pour moi, c'est ça le subconscient. C'est pas l'inconscient. Oui, tu fais référence à l'inconscient. Oui, mais moi, je différencie l'inconscient et l'inconscient. Voilà. Donc, tu as raison pour la mémoire. La mémoire qui correspond au passé, à la matière, ça correspond aussi à l'inconscient. D'accord, on est d'accord. Non, le passé n'est pas là. Pour moi, c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on discute un jour, mais on aura peut-être l'occasion, mais ce n'est pas forcément le lieu maintenant. Pour moi, l'inconscient, c'est justement ce futur dont tu parles. Et c'est parce que c'est ce futur que c'est. Pour moi, c'est le. Non, ça, c'est le. Cet conscient, il est collectif, il n'est pas du tout personnel. Oui, mais alors attends, c'est juste un problème de terminologie. Ben justement, il faudrait qu'on se précise les choses là-dessus pour que les gens qui nous écoutent par la suite, ils n'aient pas l'impression que du tout et n'importe quoi. Bon, c'est secondaire. Il y a une chose qui me paraît... Ah oui, quand même, attends, je voulais quand même expliquer pourquoi. Moi, je vois trois niveaux, ce qui fait qu'on a un problème de terminologie, parce que tu raisonnes sur deux niveaux. Toi, tu raisonnes sur le physique, la matière, d'une part, et la conscience, d'autre part. Et donc... Je ne les sépare pas, hein. Je ne les sépare pas vraiment. Moi, je raisonne sur trois niveaux parce que mes travaux m'ont amené à bien distinguer la nécessité de rajouter des dimensions à l'espace-temps, des dimensions supplémentaires que j'ai attribuées à la conscience, en deux parties. Il y a une partie qui concerne la conscience parce que ça concerne le temps présent, ça gouverne les choix aux bifurcations, et une autre partie que j'attribue au soi, donc dont je est au subconscient, donc là peut-être à tort, mais c'est une question de terminologie, et qui est reliée aux conditions finales, à la finalité, au changement du futur. Voilà, ça c'est juste pour faire une parenthèse. D'accord. Donc, ouais. Oui, c'est une parenthèse. Ça vaudra la peine un jour de parler de ça précisément et d'aller au bout de ça, parce que c'est des grandes difficultés dans le dialogue entre les philosophes, les métaphysiciens, les scientifiques, les physiciens, tout ça. C'est toujours que les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Et si les mots n'ont pas le même sens, il n'y a plus de discussion possible. Donc, un jour, on prendra un rendez-vous juste pour ça. Mais il y a une chose qui me paraît quand même plus fondamentale dans tout ça, c'est qu'on disait au début,
l'espace et la conscience, c'est la même chose. Est-ce que ça voudrait dire, puisque pour l'instant, et je pense que ça changera, mais pour l'instant, les scientifiques en général considèrent qu'il y a autant de conscience que de personnes, ce qui est totalement faux à mon avis, c'est une erreur profonde. Est-ce que ça voudrait dire, selon eux, ou selon ceux qui y croient, qu'il y a plusieurs espaces? C'est-à-dire qu'il y aurait un espace par personne? C'est Alors ça, c'est inexplicable à quand... mon avis. Non, pour les scientifiques, il n'y a qu'un seul espace. Et donc, si l'espace c'est la Avec... conscience, il n'y a qu'une seule conscience. Mais ça, je ne pense pas que ça va différencier le... Tout le monde sera d'accord, hein. Le spiritualiste du scientifique. Parce que je crois comprendre. Quelque part, il n'y a qu'une seule conscience, mais qui se divise sur différents niveaux fractals en de multiples consciences. Il n'y a qu'une seule conscience qu'on peut appeler Dieu, qui inclut, prenons ma conscience et d'autres consciences, peut-être dans d'autres époques, sont reliées à une plus grande conscience, une intention de réaliser quelque chose. Oui, est-ce que c'est pas déjà imaginer deux consciences, ta conscience et la conscience? Est-ce que c'est deux consciences, ça, déjà? Oui, mais si tu veux, c'est... La conscience, elle est différenciée. Elle peut se différencier de manière à fabriquer des individualités, mais à la base, elle n'est pas fondamentalement différenciée. C'est comme les vagues ou les gouttes d'eau d'un océan. D'accord. Tu Donc vois, ça veut dire que la conscience, c'est un processus qui nous est commun, évidemment, et qui se subdivise en différents conscients. Tu es voilà. inconscient, moi je suis inconscient, mais je ne suis pas une autre conscience. Tu serais d'accord sur cette terminologie-là? Oui, oui. C'est-à-dire que la Si conscience on, qui m'anime, qui anime Franck, c'est la même conscience qui anime Philippe. je- c'est possible. Ça me paraît quand même être une simplification exagérée. On pourrait dire que nous sommes tous les deux la même conscience qui est en train de regarder à travers deux fenêtres différentes de la réalité que sont nos corps. D'accord, Euh, tout à fait d'accord. comment Tout à fait Voilà. d'accord. Mais Simplement, là, ça veut dire on fait référence à la plus grande conscience qui nous englobe. On peut quand même, je pense que l'espace-temps est quand même décomposé en, enfin, il y a différents niveaux et qu'on ne se rejoint pas tout de suite dans la hiérarchie des niveaux de la conscience. en tout cas, j'aime bien ton expression, la conscience qui nous englobe. C'est bien, Oui, ça veut bien dire que la conscience est l'espace et que et la conscience contient la matière et non pas l'inverse. oui, c'est C'est bien tout à fait sûr, je clair, suis d'accord. c'est tout à fait évident. Oui, non, mais je suis comme toi. On est, Oui, enfin, on est spiritualiste. oui. Et, mais Comme si c'était une position, une idéologie. C'est pas une position, une idéologie. Il n'y a pas oui, moyen pour moi oui, de faire autrement que de tout rapporter à la conscience. d'accord. Euh, pour préciser un peu les choses, lorsque je dis je suis la conscience, je suis conscience, ça ne peut pas être une autre conscience que la tienne. C'est la conscience. Et cette conscience se prend pour Franck ici comme elle se prend pour Philippe ailleurs, et comme elle Mhm. se prend pour tous les individus, tous les êtres de l'univers. C'est Je toujours suis la même assez. conscience qui s'identifie, comme tu parles de fenêtre à travers un prisme, Voilà. un filtre, le cerveau, ce que tu veux, peu importe, c'est un passé, etc. La conscience se filtre pour se donner l'illusion d'être un ego, d'être une personne. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et ça, ça nous permettrait de revenir à l'évidence qu'en réalité, il n'y a qu'un seul espace, même si chacun a une vision de l'espace totalement différente. Mhm. Oui. Et ce sont des points de vue différents. Et cette notion de conscience unique,
c'est vraiment la conscience qui dit je en chacun de nous. Ce n'est pas une conscience universelle, abstraite, qui serait une autre conscience que la conscience individuelle. C'est ça que je veux dire. La conscience individuelle, c'est la conscience de toute façon, c'est-à-dire le fait d'être conscient. Ce fait d'être conscient, lorsque dans la méditation ou dans le yoga ou autre chose, on essaye de la cerner, on est obligé d'évacuer tout ce qui n'est pas la conscience, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire les pensées, c'est-à-dire tout ça, pour qu'il ne reste que quoi? Qu'il ne reste qu'un principe de conscience qui, lui, est universel. Mais c'est ce principe de conscience qui dit je en chacun de nous. C'est ce principe de conscience qui est le même et qui dit je en moi comme il dit je en toi. Et c'est ça qui est la source de l'amour et qui fait qu'on pourrait changer la vision que la science a de l'univers en cessant de l'exploiter, en considérant que de toute façon, nous sommes un. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous sommes un, mais... Je n'ai jamais douté de ça. Non, mais tout est une question de point de vue. Tu sais, moi, je suis pas très... Je suis pas polémique parce que je sais qu'il suffit de changer le point de vue et la même chose peut être pensée différemment. Et donc, justement, je voulais te proposer de changer de point de vue et de dire, oui, mais attention, on a quand même un soi. On a quand même un soi qui pourrait bien avoir sa propre conscience dans une autre réalité, ou qui est la même, en fait. Si on fait référence, par exemple, à cette histoire qui est en train d'entrer doucement en physique, qui est l'idée que notre espace-temps pourrait avoir un autre versant, un univers jumeau, un univers miroir, un univers conjugué, un autre versant de notre réalité. Si on fait référence à ça, on peut très bien y situer le soi. Parce que pendant que nous, on est en train de construire notre passé, cet autre nous, plus grand que nous, à mon sens, serait en train de construire notre futur. Exactement. Parce que dans les deux versants de l'univers, les temps sont inversés. Et le fait d'inverser le temps fait qu'il n'y a plus de temps, fait qu'on ne peut plus construire une réalité collectivement et qu'on construit cette réalité individuellement. Et donc, malgré que le soi soit relié au tout, qu'il soit une expression de la plus grande conscience, c'est-à-dire que l'individualité n'est pas incompatible avec la fusion avec le tout, eh bien, il serait quand même fondamentalement lié. Il construirait notre individualité. Cette individualité, elle viendrait du fait que moi, je suis en train d'agir ici dans cette réalité. J'ai peut-être d'autres incarnations qui agissent dans d'autres réalités, dans le futur, dans le passé, qui sont toutes reliées au même soi. Et donc à la même véritable individualité. C'est-à-dire que moi, mon individualité qui est mon ego, c'est juste une illusion, c'en est pas une. Mais j'aurais une véritable individualité, qui serait reliée au grand tout d'ailleurs, dans l'univers miroir, celui du soi, qui lui aurait une vie qui serait complètement différente de la mienne, mais par contre... on vivrait dans le même monde, mais avec des propriétés complètement différentes. C'est-à-dire que dans cet autre monde, on navigue par la pensée. Et donc, voilà, tout ce que mon soi souhaite pour mon futur, que j'arrive tout ce qu'il souhaite comme pont que j'arrive à faire pour aller vers les futurs qu'il souhaite pour moi, se traduirait par le fait que lui, il a une vie qui consiste justement à explorer ça immédiatement et à échanger avec d'autres individualités qui correspondraient à des rencontres qui ont lieu ici-bas, dans la matière. Alors que de l'autre côté, c'est dans l'antimatière, mais l'antimatière, elle a des propriétés qui laissent penser que c'est quelque chose de complètement lié à la cognition. Oui, l'antimatière serait la matière de la cognition. Voilà, enfin bon, mais ça, Bon, ça reste plein d'hypothèses. Je trouve que tu es en train de donner une définition de l'au-delà plus que du soi.
En fait, je pense que lorsque tu Oui, vois, lorsque tu dis il y a trois alors, plans, il y a la conscience, il y a le soi, il y a l'ego. Pour moi, il n'y a pas du tout ça. Pour moi, il y a juste l'individualité, pas l'individualité, l'individualité si on veut, l'ego. L'ego qui existe sur plein de plans et tous les plans qui sont au-delà du corps physique, ce sont aussi des plans qui font partie de cet ego, qui sont aussi personnels. Et puis oui, mais quid de nous plus on remonte, moins c'est personnel. Quand on arrive au bout, c'est pas du tout personnel, c'est complètement universel. Pour moi, c'est Oui, une mais parce qu'il y a non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça, si tu veux, c'est une autre division. C'est une autre division. Là, tu es en train de parler de l'échelle des degrés d'évolution, voilà, le aussi, passage de. aussi. Mais pour euh, moi, c'est ça notre futur. Ce sont ces étapes d'évolution vers la finalité. oui, C'est mais en attendant, on a une contrepartie, si tu veux. Enfin, moi, je pense que c'est pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à interagir avec son futur, comment est-ce qu'on arrive à se souvenir de son futur, à se mettre à l'écoute, à capter une nouvelle intention qui va produire des synchronicités, comment est-ce qu'on explique le fait qu'il y a des gens qui réussissent tout ce qu'ils font parce qu'ils ont une chance extraordinaire et que, voilà, enfin bon, les synchronicités. Moi, j'en suis venu à la spiritualité via les synchronicités. Donc, ma théorie, c'est pour expliquer les synchronicités. La théorie de la double causalité ou de l'espace-temps flexible, c'est pour expliquer ce phénomène de synchronicité que je ne vois pas explicable autrement. Et donc, par contre, j'allais te répondre qu'on peut faire appel, on peut considérer deux types de soi, celui qui a sa vie indépendante, bah, pas tout à fait indépendante de nous, mais enfin qui a sa vie dans l'au-delà, et celui qui correspond à l'empreinte psychique, son empreinte psychique dans notre cerveau, parce qu'à force de se connecter à qui nous sommes véritablement, à force d'aller fouiller au fond de soi, de rechercher le sens de sa vie, etc., on commence à développer les couches supérieures de notre cerveau. Hein. Il faut savoir que notre cerveau, il fait preuve il pourrait bien avoir 10 ou 11 dimensions. Hein. Ceci est quasiment montré expérimentalement. Et que donc les dimensions supérieures de notre cerveau, qui correspondent à des connexions qui ne sont pas forcément développées chez tout le monde, pourraient conserver l'empreinte du soi. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as trouvé qui tu es, ben voilà, tu vas stocker dans la matière sous forme d'empreinte dans le cerveau cette nouvelle intention, cette nouvelle volonté de te réaliser dans les zones supérieures de ton cerveau. Ça, c'est une forme de soi. Cette forme de soi qu'on peut à ce moment-là, effectivement, je te donne raison, on peut l'identifier à l'ego, c'est-à-dire quelque chose, tout ce qui va provenir du cerveau, quoi, en quelque sorte. Parce que l'ego lui-même va s'identifier à cette mission, entre guillemets, j'aime pas le mot mission, mais l'ego lui-même va pouvoir s'identifier à cette connaissance, cette intuition d'avoir trouvé qui on est, le sens de sa vie, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je te rejoins. oui. Voilà. Bon, c'est là, pour moi, c'est là il y a un point tout à fait essentiel, c'est que selon moi, l'ego ne s'identifie à rien du tout. L'ego n'est pas conscient. L'ego, c'est pas la conscience. L'ego, c'est le passé, c'est les images de soi, c'est des informations, entre guillemets, comme tu le dis Oui. souvent, des informations auxquelles, ou, auxquelles la conscience s'identifie ici, maintenant, pour moi, et qui s'identifie à un autre ego ailleurs. Mais il n'y a pas d'une part l'ego qui serait conscient et d'autre part le soi. C'est le soi qui s'identifie à la personne et il n'y a que cela comme conscience. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux consciences. Il n'y a pas une conscience de Oui. l'ego, une conscience du soi ou une Tu parles conscience de toi absolue. incarné dans. C'est ce qu'on s'appelle s'incarner, c'est se prendre pour une personne, c'est-à-dire Oui, pour un ensemble, pour un passé. Parce que tout ce qui est matière, tout ce là, qui c'est un problème de c'est terminologie. passé. Oui, mais c'est important. C'est important. L'ego se ressent conscient. C'est parce que. Mais parce qu'on est conscience, il n'y a que ça. On est toujours conscient. Il n'y a que conscience. Mais la Oui, conscience s'identifie à un ego. Mais ce n'est pas parce que la conscience s'identifie à un ego que l'ego est la conscient que conscience d'autre part, s'identifie. il a la conscience. D'accord. Ok. C'est ce que je veux Non, mais dire. je suis d'accord.
Ok, ça me va. Oui, parce que moi, tu sais, je cherche toujours à faire l'unité, puisque pour moi, la finalité, c'est l'unité, hein, en quelque sorte. On peut l'appeler comme ça. Et c'est cette finalité qui, en partant de notre illusion de division, de séparation, essaye de rétablir le fait que la conscience est une. Elle a toujours été une, elle sera Alors, toujours une. Mais nous croyons qu'elle ne l'est pas. Nous croyons qu'elle est multiple. Et donc, l'évolution consiste à s'apercevoir de plus en plus qu'en fait, on est un. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est le fait de progresser vers cette unité-là. d'accord. C'est-à-dire de Alors moi, je pense s'identifier que de moins en moins à l'ego et de plus en plus à l'univers et à l'espace, par conséquent. oui, mais je pense que dans cette autre dimension de l'au-delà, cet autre versant, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de La sensation moins, la moins, de séparation. la moins. Je dit, on ne peut pas trop en parler. C'est une, c'est une modélisation spéculative. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent néanmoins et leur expérience vaut autant que notre expérience présente de croire que nous Les sommes gens qui font l'unité. des expériences de mort imminente sont jamais forcément allés dans l'au-delà. Elles sont peut-être en ressenti. Bon, Elles sont au-delà du restées. corps, en tout cas, au-delà Elles sont allées au-delà du corps, oui, bien cette sûr, mais dimension-là, bien sûr, voilà. Donc, simplement. Et donc, on peut rien ce que je dis, affirmer. c'est qu'il y a plusieurs, il y a une hiérarchie, toute une hiérarchie comme ça, entre l'aspect matériel qui nous sépare totalement, apparemment, Oui, et notre réalité qui est une, puisque nous sommes une seule conscience et qu'il n'y a que la conscience. Mais on ne passe pas directement de la séparation absolue à l'unité absolue. Et donc, toutes les étapes de l'évolution, et c'est pour ça que Darwin, etc., se plantent complètement, parce qu'ils ont une idée de l'évolution qui est purement matérielle. L'évolution, ça consiste à être de plus en plus un, de plus en plus commun, de plus en plus en unité. C'est pour ça que nous, en tant qu'êtres humains, nous contenons les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça. Et qu'un jour, nous nous contiendrons les uns les autres, nous nous contiendrons ensemble dans un être au-delà, justement, au-dessus de notre condition humaine, et ainsi de suite, toujours dans le but de s'identifier totalement à la totalité, de s'identifier totalement à ce qu'on appelle l'absolu. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce qu'on veut. Le but, c'est d'être cela. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est le but. Il y a des raisons pour lesquelles on n'y est pas, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on s'incarne. Mais ça, c'est un autre sujet, ça demanderait des heures de discussion là-dessus, mais ça vaudrait la peine d'en parler aussi un jour. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir cette vision que c'est une hiérarchie entre la séparation absolue apparente, parce qu'on a l'impression d'être séparés, et l'unité absolue. Et évidemment, dans l'au-delà, tu me dis, on a l'impression de ne pas être séparés, on a moins l'impression d'être séparés. Et ça dépend des d'accord. niveaux. Parce qu'il y a des gens qui meurent à un niveau où ils continuent d'être très séparés quand ils s'identifient encore à l'émotionnel, etc. Puis des niveaux où ils sont, au contraire, beaucoup moins. Ils sont élevés beaucoup plus loin. Et là, ils ont un bien plus grand sentiment d'unité. Et c'est ça qui pose le problème quand on s'incarne, c'est de se dire, oh là là, j'étais très bien dans cette fusion de cette unité, maintenant je me retrouve dans un corps séparé des autres, c'est l'horreur. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'incarner, surtout dans le milieu spirituel d'ailleurs, à cause de ça. Parce qu'ils ont cette nostalgie Ouais. de l'au-delà. Bon, Je voudrais que la différence soit claire entre là, tu parles de la hiérarchie évolutive. Il y a une ouais, ouais, hiérarchie ouais. évolutive. On peut la considérer, mettons, si on la représente horizontalement, moi, il y a une autre, ou si tu veux, verticalement. Enfin, il y a une autre. Moi, je parle d'une autre. Je parle de 4 mondes. Je parle de 4 niveaux de notre réalité. D'accord? Je parle de 2 niveaux de notre réalité de ce côté de notre univers, qu'on appelle l'espace-temps, que certains appellent l'astral, et qui comprend 2 niveaux. Le niveau où on est incarné dans... c'est la conscience dans les 2 cas, mais il y a le niveau où elle est incarnée dans l'espace-temps et il y a le niveau où elle est à l'extérieur de l'espace-temps. Et là, l'espace-temps, c'est le multivers, et donc ça peut prendre différentes formes. C'est le royaume de l'illusion, comme dirait je ne sais plus qui. Euh,
Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que la conscience elle est sortie de son corps qu'elle n'est pas encore qu'elle est pas encore piégée dans cet espace-temps. On peut Oui, encore oui, tout être à fait, tout piégé à fait, tout à fait. C'est un autre dans espace-temps. l'espace. Il est Voilà. Donc construit ça, autrement. c'est les deux premiers niveaux de la conscience. Mais il y a deux autres niveaux. Donc là, les deux premiers niveaux, il y a le monde physique, c'est la matière, et la conscience, où elle est, parce que la conscience, elle est liée à notre corps, mais elle est bel et bien positionnée à au deuxième niveau. Maintenant, il y a un troisième et un quatrième niveau, et c'est symétrique, hein. Le quatrième niveau, c'est le symétrique de la matière, c'est le niveau de l'antimatière. D'accord? Donc là, c'est une toute autre réalité, mais qui est quand même, qui ressemble énormément à la nôtre, simplement les propriétés de déplacement, la manière dont on y vit sont complètement différentes. Et il y a le soi, ou alors l'esprit, si tu veux, parce que le soi, qui, à mon avis, a une individualité, mais sans sensation de séparation, il a la sensation d'unité, d'accord? Et ça forme, si tu veux, le système d'exploitation de la conscience. Ça forme, c'est-à-dire que tu peux même le considérer tout, comme un tout matériel, d'accord? Parce que c'est quand même de l'information quantique. Hein. Qui dit quantique, c'est quand même physique, hein. C'est quand même des champs quantiques. La conscience, elle est composée d'informations quantiques. Et quand tu vas, quand tu regardes les deux niveaux suivants, ben, c'est l'autre versant de l'univers. Bon, ben, c'est encore une forme de réalité matérielle, hein, même si on a affaire à l'antimatière avec des propriétés complètement différentes, parce que, si tu veux, et c'est important d'avoir ce modèle, parce que ce modèle explique que l'interaction entre le moi et le soi ne peut être que de nature gravitationnelle, c'est-à-dire quanto-gravitationnelle. C'est important. Si on veut ressentir le soi, si tu veux, la physique nous instruit quand même à ce niveau-là du fait qu'on a une interaction entre les deux versants qui ne peut se faire que de nature gravitationnelle. Qui dit gravitationnel, ça veut dire relatif à l'espace. Quand on parle d'ondes gravitationnelles, on parle d'ondes d'espace, d'accord? D'ondes d'espace-temps. OK? Et la relation entre ces deux univers, elle est uniquement de nature ondulatoire, c'est-à-dire que ce sont les vibrations quanto-gravitationnelles, parce que bien évidemment, je ne suis pas en train de parler d'ondes gravitationnelles produites par les trous noirs, je suis en train de parler d'ondes quanto-gravitationnelles. Donc, si tu veux, là, ça nous instruit quand même du fait que la relation entre le soi et le moi est de nature ondulatoire, onde d'espace, d'accord? C'est ça, et ce que je reliais tout à l'heure à l'émotion. Ça nous instruit du fait que notre relation à notre soi, elle est de nature émotionnelle et non pas mentale. D'accord? Et ça, c'est très, très, très fondamental, très important de comprendre ça. Notre relation à notre soi, elle ne peut pas se faire, en tout cas, elle ne peut pas se faire sans être transportée, comme je dis parfois, par la porteuse de l'émotion, parce que ça passe par des ondes d'espace-temps au niveau de la structure intime de l'espace-temps. Voilà, ça c'est quand même important de comprendre ça, et on comprend ça à travers le modèle de la réalité que je propose et qui permet de comprendre comment est-ce qu'on fait pour changer son futur, voilà, comment la double causalité fonctionne, voilà, c'est-à-dire que comment ça fonctionne la vie, comment est-ce qu'on va vers une évolution néganthropique et non pas une évolution anthropique comme le disent la plupart des scientifiques, c'est parce que nous avons nous-mêmes un univers de potentialité réalisable qui correspond à notre arbre de vie, qui correspond à tout ce qu'on peut faire comme choix différent de vie en restant déconnecté de notre soi, mais avec un fonctionnement déterministe qui fait qu'avec le même état de conscience, on va vivre la même réalité, mais on a le libre arbitre. Et le libre arbitre, ça consiste à pouvoir faire des choix dans notre réalité, même sans connexion au soi. D'accord? Donc là, on a donc un ensemble de potentiels
un multivers de potentialités réalisables, mais de l'autre côté, notre soi, lui, peut travailler sur notre futur, hein, puisque lui, son travail, ça consiste à construire notre futur. Par contre, il ne construit qu'un multivers, qu'un ensemble de branches d'un multivers qui correspondent à des potentialités qui sont non réalisables pour nous. Et l'évolution négantropique de l'univers, ça consiste à faire en sorte, via la connexion entre le soi et le moi, à transformer, grâce justement à cette connexion émotionnelle, des potentialités non réalisables, c'est-à-dire impossibles, en potentialités qui deviennent réalisables. C'est-à-dire que lors de la connexion au soi, tu ressens tu as une nouvelle idée de qui tu as, une nouvelle idée de qui tu es. Ça veut dire que tu as été transmis émotionnellement cette nouvelle intention de te réaliser d'une certaine manière. Et au moment où tu ressens la joie associée à cette nouvelle intention, tu viens de transformer quelque chose qui était impossible en quelque chose qui est devenu possible parce que ça se met à faire partie de ta réalité potentielle. Il ne te reste plus qu'à écouter les intuitions, écouter les synchronicités pour naviguer dans la bonne direction de réalisation de soi. Et voilà ce qui explique l'évolution de la vie, voilà ce qui explique l'évolution négantropique de l'univers par le biais de la conscience et donc par le biais de cette interaction entre le soi et le moi. Voilà. Moi, j'aurais tendance à ne pas voir cette séparation en deux mondes. Bon, tu sais, pour moi, l'antimatière, ça n'existe pas. C'est un mot qu'on donne à autre chose que certainement on pourrait retrouver dans ce que je dis. Bon, je ne pense pas que c'est de l'antimatière, parce que ça voudrait dire vraiment que c'est deux opposés. Il n'y a pas deux opposés. Il y a juste une hiérarchie continue, une hiérarchisation continue, une évolution continue. La séparation absolue et l'unité absolue. L'antimatière, c'est de la matière. Je te rassure, l'antimatière, c'est de la matière. Simplement, de la matière dans l'autre versant, elle se présente comme antimatière. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'un autre versant? C'est pas parce que la physique nous y invite, parce que, si tu veux, ça c'est quelque chose, que ce soit quand on essaye de comprendre les trous noirs ou quand on essaye de comprendre le Big Bang, on en arrive aux mêmes conclusions. On en arrive aux mêmes conclusions, c'est qu'à l'intérieur d'un trou noir, eh bien, on remonte vers le futur et on pourrait même aller jusqu'à revenir dans notre réalité en passant par un trou blanc. Et les théories aujourd'hui concernant le Big Bang lui-même, certaines de ces théories le considèrent comme un trou noir, et de toute façon, même sans le considérer comme un trou noir, on considère qu'il y a un rebond, etc. Et finalement, on en vient petit à petit à une conception de l'univers cyclique, qui est d'ailleurs la conception de notre prix Nobel Roger Penrose, qui n'est pas partagée, bien sûr, par tout le monde, parce que Roger Penrose, il est considéré comme étant un très grand esprit, mais allons chercher un peu trop loin. Et puis, il est un peu considéré comme un spiritualiste, donc pas très suivi à cause de ça. Mais il est quand même hyper respecté. Hein. Oui. Et donc, si tu veux, tous les progrès en physique, expérimentaux et modélisation théorique nous amènent à penser sérieusement à l'existence d'un autre. Alors après, tout dépend comment on va l'appeler. Moi, je n'appellerais pas ça un autre versant. C'est-à-dire que d'un point de vue personnel, oui. Du point de vue de la personne, du point de vue de l'ego, c'est un autre versant, mais d'un point de vue global, c'est qu'une progression. Ça devrait te convenir mieux à toi qu'au physicien, parce que si tu rapportes tout à la conscience, il faut rapporter ces cycles à la conscience. Parce que nous, on est capable d'observer le plus grand cycle de l'univers, qui est le Big Bang, qui sont les trous noirs, etc. Ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas notre niveau, ça ne concerne pas notre échelle. Je sais que tu es d'accord avec l'idée qu'il y a plusieurs niveaux fractals de réalité. Si on se situe à notre niveau et qu'on s'en sert simplement de l'existence des trous noirs pour dire qu'à notre niveau, ça fonctionne pareil, de manière cyclique, par l'intermédiaire de micro-trous noirs et de micro-trous blancs, mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Et donc, voilà, moi je t'invite
à creuser cette affaire. Il y a un problème de terminologie tout à fait normal entre Oui, nous, oui. mais il y a aussi le fait que je trouve que bon, c'est normal, tu es métaphysicien et tu en veux un peu à la science de ne pas se tourner assez vers la métaphysique et Oh, du coup, il fait son tu vas boulot. peut-être pas suffisamment voir les progrès de la physique qui sont passionnants et qui peuvent apporter des éléments intéressants euh, aux Oui, métaphysiciens. oui. En tout cas, l'essentiel, au bout du compte, c'est qu'on passe par un chemin ou par un autre, qu'on utilise une terminologie ou une autre. Une fois qu'on est conscient qu'il n'y a que la conscience, eh bien, le résultat de toute cette recherche et de toute cette plongée dans ce que tu appelles un autre versant, etc., etc., c'est au bout du compte une nouvelle image de soi, une nouvelle idée de soi, une nouvelle identification, en fait. Et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte parce que toute notre évolution consiste à changer d'identification et à se croire de moins en moins l'ego, de moins en moins cette personne et de plus en plus l'univers tout entier. Ce qui est d'ailleurs le travail de l'alchimie depuis le départ, depuis le Moyen Âge et bien avant. Ça a toujours été ça. Et il va falloir on va peut-être arrêter cette discussion là-dessus pour le moment, mais ça nous ouvre à bien d'autres perspectives. Il faudrait, si on pouvait prendre le temps de parler de l'espace-temps, de parler de cette antimatière et de cet autre versant, comment le voient les physiciens, comment je le vois, et bien d'autres choses. Et l'énergie aussi, parce que il s'agira de savoir ce que c'est que cette énergie, si la conscience c'est de l'énergie ou c'est pas de l'énergie, si la conscience c'est de l'information ou c'est pas de l'information. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes de préciser. Et moi, j'ai toujours un souci de simplification, bien entendu, parce que pour moi, la science, ça doit être simple. Toute connaissance Oui, doit oui. être simple. Si c'est pas simple, ça a besoin d'être simplifié. Et il y a plein d'hypothèses dans tout cela, même si ce sont des résultats de calcul, des résultats d'observation, etc. Ça n'empêche pas que c'est plein d'hypothèses et que ces hypothèses souvent compliquent la vision qu'on peut avoir des choses. Donc, petit à petit, peut-être on va euh, affiner cela et voir qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce Oui. serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Ce n'est pas ni le combat, ni le conflit, ni la concurrence, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je me réjouis beaucoup que tu aies accepté ce dialogue. C'est vraiment très précieux et très sympathique de ta part. Et ça, pour moi, ça Merci. ne fait que confirmer le fait que tu es un vrai scientifique. Donc, Merci. je te remercie pour cette soirée. S'il y a possibilité, eh bien, on a bien d'autres choses que nous pourrons discuter plus tard. Merci beaucoup, Ok, Philippe. c'est moi Et qui à te très bientôt, remercie. j'espère. Salut. Au revoir.